Voilà. Donc beaucoup de choses à annoncer. Maintenant, je vais vous présenter Sylvaine Turcschiez, qui donc a commencé à faire de la physique nucléaire. Pendant 13 ans, elle a fait de la physique nucléaire. Elle a fait toute sa carrière au CEA. Après 13 ans de physique nucléaire, tu me corrigeras si je me trompe, parce qu'elle m'a raconté tout ça en 2 minutes, juste avant de commencer. Ensuite, elle s'est intéressée à l'astrophysique grâce aux données du satellite SOHO. C'est bien ça? Pas tout de suite. Non, parce qu'on l'a construit d'abord. Pardon? Nous l'avons construit avant de... Oui, ils ont construit, pardon. Elle a dirigé l'équipe qui a construit l'instrument Golf du satellite SOHO. Et elle exploite maintenant depuis 20 ans les données du satellite SOHO, qui était donc un satellite extrêmement fructueux. Et donc elle s'intéresse aussi à la physique des plasmas, aux expériences permettant de modéliser des plasmas, c'est ça, d'observer des plasmas. Et puis disons, militer, c'est peut-être pas le mot, mais elle s'intéresse beaucoup à la place des femmes dans les sciences, puisque vous voyez bien qu'en astronomie, on est peut-être 20% et dans d'autres disciplines encore moins. Et donc, elle est actuellement présidente de l'association Femmes et Sciences. Voilà, donc Sylvaine va nous parler ce soir du Soleil et des enjeux sociétaux du Soleil. Donc, ça ne sera pas du tout la même conférence que celle que nous avons eue il y a quelques mois sur le Soleil lui-même par Nicole Villemer. Merci Sylvaine. Merci beaucoup Florence. Bonjour à tous. Je suis particulièrement heureuse d'être ici parce que c'est ici que ma vocation s'est faite. Ça paraît assez étonnant, mais effectivement, j'avais un collègue que peut-être certains ont connu, Gérard Nolez, qui était un ami en fait. Ah bah oui, c'est vrai. Et ça fait beaucoup. Et qui m'a invité un jour, alors que j'étais une étudiante en lycée, à une conférence ici, et ça a déterminé effectivement ma vocation. Donc je vais vous parler du Soleil ce soir, du Soleil d'une façon un peu particulière, puisque j'insisterai surtout sur les enjeux sociétaux. Vous avez ici une panoplie d'images du Soleil telles qu'on peut le regarder, soit à travers les satellites. On a eu la chance depuis 30 ans d'emmagasiner énormément de données satellitaires, et on a aussi d'autres façons, effectivement, de regarder le Soleil. On peut le regarder au fond des mines, comme vous savez, à travers la détection des neutrinos, comme vous voyez aussi ici. Et donc, ça nous a enrichi, effectivement, très fortement notre connaissance, je dirais, astrophysique, effectivement, du Soleil, qui permet d'aborder des problèmes qui sont plus des problèmes d'enjeux sociétaux. Je ne vais pas vous donner les solutions à toutes les questions que je vais aborder aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis un titre, « Où en sommes-nous ?» Car c'est une longue quête, comme vous savez, d'essayer de voir comment le Soleil, qui est un véritable laboratoire de physique, et c'est ça la première partie de mon exposé, bien sûr, ce que l'on connaît de l'intérieur du Soleil aujourd'hui, comment cette information peut nous permettre, d'une part, de mieux comprendre l'interaction Soleil-Terre, et ça, je dirais, c'est tout à fait à ses débuts, donc vous verrez les questionnements principalement aujourd'hui. On lit ça partout dans les journaux, on sait qu'il y a souvent des difficultés de compréhension dans l'interaction Soleil-Terre, mais l'interaction Soleil-Terre, c'est aussi important pour d'autres planètes, pour comprendre mieux les systèmes d'autres étoiles avec d'autres planètes. Donc je ferai, je dirais, une synthèse de sujets tels que nous le voyons du point de vue de l'astrophysique. Et puis aussi, aujourd'hui, on commence effectivement en France à pouvoir produire auprès de grands lasers ce qu'on appelle des plasmas, c'est-à-dire des matières souvent complètement ionisées, c'est-à-dire dégagées de leurs électrons. On arrive à commencer à produire effectivement des gaz à des températures qui sont exactement celles que l'on trouve soit dans les enveloppes des étoiles,
soit de plus en plus profondément dans l'étoile. Donc je vous dirai effectivement ce qu'on envisage de faire, puisque c'est vraiment maintenant que ça démarre, et puis l'impact que ça peut avoir sur la fusion nucléaire, puisque vous savez que la France, effectivement, est très bien placée sur ce sujet, même si c'est un sujet peut-être insortable, mais bon, on verra effectivement ce qui va se passer. Donc, je pars juste 100 ans en arrière pour voir effectivement la différence, mais aussi déjà ce qu'on était capable de dire sur le Soleil. Vous voyez, c'est une image qui a été prise effectivement en 1907 à l'observatoire de Juvisy. Donc on observe des taches à la surface du Soleil et assez étonnamment on dit groupe de taches photographiées à l'observatoire ayant donné lieu sur Terre à d'importantes perturbations magnétiques. Alors, je n'ai pas été voir si effectivement en 1907 on a constaté d'importantes perturbations magnétiques, mais on voit que déjà à cette époque, on se préoccupe du problème du magnétisme solaire et de sa relation sur Terre. À cette même époque, comme vous le savez certainement, on a vraiment un problème pour comprendre en fait ce que c'est qu'une étoile par rapport à l'âge de la Terre, puisqu'on sait que la Terre a été formée il y a des milliards d'années, alors que l'effondrement d'une boule de gaz sphérique dont on voit assez bien la masse et le rayon, devrait en fait vivre qu'1 million d'années. Et c'est important de dire, parce qu'en général, nos jeunes, et moi j'en fais partie, on connaît très bien l'histoire anglo-saxonne. Parce que finalement, on est porté par ces Anglais qui ont plus l'habitude de raconter l'histoire des sciences que nous, les Français. On étudie peu l'histoire des sciences en France, et donc, immédiatement, on va citer des noms anglais, américains. C'est la première conférence où je cite Jean Perrin. C'est quand même assez extraordinaire, ce n'est pas la première conférence que je fais sur ce sujet, et pourtant, c'est Jean Perrin qui est à l'origine d'imaginer effectivement que la source est une source nucléaire, c'est-à-dire on doit produire des réactions nucléaires au centre d'une étoile, et c'est pour ça que l'étoile est en équilibre aujourd'hui, le Soleil est en équilibre, et donc va équilibrer cette production d'énergie au centre, va équilibrer celle que l'on voit à la surface, et donc on est, je dirais, dans une période calme de notre Soleil. Donc, Jean Perrin est vraiment à l'origine, et il a eu le prix Nobel quelques années plus tard. Et ensuite, effectivement, c'est une période extrêmement riche, puisque 1920, on comprend cette source. Ensuite, d'autres collègues comme Eddington, Bethe vont comprendre quelles sont les vraies réactions. Je ne rentrerai pas dans le détail, parce que c'est assez long de le raconter. Puis la découverte du neutron, qui n'arrive seulement qu'à ce moment-là, du neutrino, et puis les premières modélisations des étoiles, 1960-1970, et enfin, ce que nous faisons, nous, au quotidien maintenant, 1980, la naissance de l'héliosismologie, c'est-à-dire de voir à l'intérieur des étoiles, même si elles sont opaques, grâce aux ondes, on peut maintenant aller jusque dans la partie centrale, et donc tester toutes ces idées théoriques qui, en fait, ont supporté les observations externes des étoiles depuis une cinquantaine ou une soixantaine d'années. Le satellite SOHO, comme on l'a déjà mentionné, a été lancé en 1995, donc nous fêterons ses 20 ans en décembre. Normalement, il devrait continuer encore à observer. Et puis, ensuite, il y a eu d'autres satellites qui ont regardé d'autres étoiles, et maintenant, la sismologie s'est développée sur des milliers d'étoiles, donc ça permet effectivement de généraliser vraiment les processus. Alors, que cherche-t-on quand on fait ça? Eh bien, on cherche à aller au-delà de cette vision classique des physiciens des années 1920-1930, c'est-à-dire cet équilibre simple entre production d'énergie dans la partie centrale, en fait, comme vous savez, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, une étoile, c'est de l'hydrogène et de l'hélium au premier ordre. L'hydrogène brûle, on est à peu près à la moitié de la vie de cette phase d'évolution qui est l'hydrogène. La température centrale du Soleil, elle n'est pas donnée par les réactions nucléaires, elle est liée à sa masse, elle est liée à la gravité, donc 15 millions de degrés. À la surface, de l'ordre de 6000 degrés, 5700. Au centre, une densité de 150 grammes par centimètre cube. À la surface, 10-7 grammes par centimètre cube.
il n'y a pas que de l'hydrogène et de l'hélium dans le Soleil. Et finalement, cette énergie qui est produite au centre et aussi les photons qui sont produits par la température centrale vont se propager dans l'étoile. Et c'est ce qu'on appelle la région radiative. La région radiative, c'est une région où le transport d'énergie se fait par ce qu'on appelle les photons. Puis, on arrive sur une région où, justement, les photons n'arrivent plus à traverser parce qu'ils interagissent avec énormément d'éléments, surtout les éléments plus lourds, c'est-à-dire l'oxygène et le fer. Et là, la région va devenir convective. Et ce que vous voyez à la surface, c'est cette convection de surface qui va nous être très importante pour exciter les modes que l'on va étudier. Si vous regardez des étoiles plus massives que le Soleil, eh bien, vous les trouverez encore beaucoup plus chaudes dans la partie centrale, 48 millions de degrés. Et par contre, elles ne seront pas plus denses parce qu'effectivement, elles vont être plus grosses et donc la densité n'augmente pas avec le centre. Par contre, le Soleil, lui, finira en naine blanche. Et là, la densité est terriblement élevée au centre de naine blanche, de l'ordre de 1 million de degrés. Tout ça, on le sait depuis fort longtemps. Et donc, on sait aussi, et c'est la partie physique, je dirais, la partie sur laquelle on va se reposer pour se poser ces problèmes sociétaux, eh bien, on sait que cette production d'énergie, en gros, c'est 4 protons qui vont interagir. Je ne donne pas les détails, sinon c'est un séminaire entier, qui vont interagir pour former de l'hélium en expulsant des positrons, c'est-à-dire pas des électrons, mais des électrons qui ont une charge positive, et de neutrinos. Et si l'on regarde simplement par un pur bilan énergétique le nombre de neutrinos que l'on produit à ce moment-là, sachant que cette réaction-là est énergétique, c'est-à-dire qu'elle produit de l'énergie, 26 MeV, eh bien, on arrive à 6... à disons 60 milliards de neutrinos produits par seconde et par centimètre carré qui vous arrivent sur Terre. Donc effectivement, le nombre de neutrinos qui vous traversent pendant que je parle est considérable. C'est ce qu'on appelle l'interaction faible. L'interaction faible, ça a vraiment un sens, c'est-à-dire ça vous traverse sans même que vous vous en rendiez compte. Autant qu'on sache, personne n'est mort d'un neutrino qui l'a perturbé. Donc c'est vraiment une particule très énigmatique qu'on étudie, pareil, depuis 1960. Premier résultat, 1968, on ne sait toujours pas la masse des neutrinos. Par contre, on en connaît un certain nombre de propriétés, comme on va voir, qui sont très importantes. Ces neutrinos sont produits dans la partie centrale du Soleil. Ici, vous avez le rayon du Soleil. Ils sont produits par plusieurs réactions, parce que là, je vous ai résumé très rapidement 4 protons qui se transforment en hélium 4. En réalité, il y a plusieurs façons de les produire, et donc ça met en cause plusieurs éléments, comme par exemple le bore 8, béryllium 7, etc. La grande différence entre ces différentes façons de produire le neutrino, c'est leur dépendance en température. Il faut retenir que les neutrinos du bore 8, ceux qui finalement découlent d'une réaction très peu probable, de l'ordre de 10-4, il y a ce qu'on appelle chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3 dans les cycles PP. Cette chaîne-là, très faible, extrêmement faible, est par contre extrêmement dépendante de la température centrale. T à la puissance 24. T à la puissance 24. Ça veut dire que si vous avez une capacité de produire beaucoup de ces... Enfin, si vous avez une capacité de détecter beaucoup de ces neutrinos, vous allez avoir une sensibilité à la température centrale extrêmement forte. Et c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire que même si on en détecte très peu, comme vous allez le voir, en fait, on en détecte suffisamment au cours d'une année, de l'ordre de 5000, c'est le transparent suivant, pour qu'on puisse aujourd'hui vérifier la température centrale avec une extrême précision. C'est-à-dire une précision, vous voyez, c'est 15 millions de degrés, donc quelques 10-3. Alors si on pense, on peut le dire ici, si on pense à la fusion sur Terre maintenant, évidemment, souvent les gens disent « ça n'a rien à voir ». Bon, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas utiliser proton plus proton. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est l'interaction faible. Et j'insiste là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire l'interaction faible? Ça veut dire que si le Soleil rayonne sur 10 milliards d'années, ben, effectivement, il ne produit pas beaucoup d'énergie et sa masse est énorme, etc., etc. Donc si vous essayez de faire ça sur Terre, vous n'avez aucune chance.
Donc il va falloir prendre des réactions qui dépendent de l'interaction forte, c'est-à-dire deutérium, tritium, et éventuellement hélium-3, hélium-3, pour pouvoir effectivement produire quelque chose sur Terre. Donc on oublie le proton plus proton, mais on n'oublie pas les difficultés à faire proton plus proton. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une étoile, les éléments sont à ces températures dépouillés de leurs électrons. Donc ils vont devoir interagir et ils vont devoir franchir une barrière coulombienne. Et ça, c'est vrai aussi pour deutérium plus tritium, par exemple, ou pour hélium-3 plus hélium-3. C'est-à-dire que ça va vraiment être des ions qui vont interagir avec des ions, théoriquement positifs, ils se repoussent. Or là, il va falloir qu'ils ne se repoussent pas. Donc il y a énormément de points de physique spécifiques qui, là aussi, vont se retrouver dans la fusion sur Terre. Donc, je vous ai dit il y a déjà un certain nombre de choses sur les neutrinos. Juste pour conclure là-dessus, comme vous savez, on n'a plus trop de soucis avec les neutrinos, si tant est qu'on avait des soucis avec les neutrinos, parce qu'on a pu, effectivement, grâce à l'expérience canadienne, détecter l'ensemble des neutrinos que l'on détecte sur Terre. C'est-à-dire que quand un neutrino dit électronique est émis par le cœur du Soleil, sur son parcours jusqu'à la Terre, il peut soit rester un neutrino électronique, soit se transformer en neutrino muonique étoïque. Et donc ça a été la grande capacité de l'eau lourde de pouvoir effectivement détecter l'ensemble de ces neutrinos et donc de pouvoir connaître la somme des trois et de la comparer à un calcul. Et quand vous comparez ça au calcul que nous faisons avec les modèles d'évolution stellaire, eh bien on trouve, comme vous le verrez très rapidement, on retrouve le même chiffre et donc on peut confirmer effectivement qu'on a bien la production d'énergie et la production de neutrinos attendue. Alors maintenant, ce que nous avons fait depuis 20 ans relève aussi de la sismologie. Qu'est-ce que la sismologie signifie ? Tout le monde connaît un peu les ondes acoustiques, les problèmes des effets Doppler, comment on peut regarder l'intérieur du corps. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on va regarder, dans notre cas, par exemple avec Golf, on va regarder la vitesse Doppler des couches superficielles, et plus exactement, non pas celle-là, parce que celle-là, ça se traduit la vitesse de déplacement du Soleil par rapport à nous, ça ne nous intéresse pas vraiment pour regarder l'intérieur, mais la variation au cours du temps de cette vitesse Doppler. Et la variation au cours du temps de cette vitesse Doppler, ça veut dire que si on regarde un élément à la surface de l'étoile, comme par exemple du sodium, du fer ou du nickel, ça dépend des instruments, les Américains utilisent fer et nickel, nous utilisons sodium, le décalage que l'on va trouver par rapport à ce qu'il y a dans le laboratoire va être notre référence, et donc c'est une référence absolue. C'est-à-dire, si vous mesurez un temps très long, vous allez avoir une précision exceptionnelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir effectivement enregistrer et connaître précisément cette variation de vitesse Doppler, faire une transformée de Fourier, c'est ce qu'on appelle, arriver dans le domaine de fréquence, et définir la fréquence des modes que vous regardez avec une précision qui est de l'ordre de 10-6, quelque chose comme ça. C'est la force de la sismologie. Alors, comme je l'ai dit, la convection de surface, que vous voyez là, la granulation de surface, effectivement, va produire ces ondes, et comme le Soleil, en fait, se déforme, évidemment beaucoup moins que ce que vous voyez ici, mais se déforme légèrement, eh bien, vous allez pouvoir étudier tous ces mouvements de déformation, et parce que vous connaissez aussi le parcours de chacun de ces modes, vous allez pouvoir effectivement déduire la vitesse du son de la surface jusque dans la partie centrale. Je vais vite, si on peut y revenir, si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit ? On en déduit effectivement ce qu'on appelle la vitesse du son, puisque par définition des modes acoustiques vont nous renseigner sur le temps de parcours entre la surface au moment où ils sont émis et puis le point de rebroussement et le retour. Donc la vitesse du son de la surface au cœur, et vous voyez, on arrive effectivement jusqu'à 6% dans la partie centrale, et aussi le profil de densité. Alors ça, c'est super pour les théoriciens, parce que depuis toujours, ils étaient relativement tranquilles, ils faisaient des modes d'étoiles à tout instant, ils peuvent dire quel est le profil de densité, quel est le profil de pression, quel est le profil
de température, et là, ils peuvent directement comparer. Et quand on compare, vous allez dire, c'est modestement la même chose, quelques pourcents. Oui, sauf que les barres d'erreur qui sont là sont tellement petites que vous ne les voyez pas, et donc ces différences sont significatives. Et le fait qu'elles soient significatives vous dit, il y a des différences, c'est quand même que les hypothèses ne sont peut-être pas tout à fait justes, et quelles peuvent être les conséquences de ces différences. Alors, vous dites, qu'est-ce qu'on a pu oublier dans les calculs? Donc, les hypothèses du calcul sont-elles à revoir? Oui, on ne met pas du tout de champ magnétique. Or, déjà, en 1900, on savait bien qu'il fallait mettre du champ magnétique. Pourquoi est-ce qu'on n'en met pas? Simplement parce qu'à l'intérieur, la pression magnétique est certainement faible par rapport à la pression du gaz. Donc, c'est légitime de ne pas mettre de champ magnétique. Oui, mais pourtant, il émerge ce champ magnétique. Donc, est-ce que c'est important de le connaître à l'intérieur de l'étoile? Il n'y a pas non plus de circulation de matière. Est-ce qu'il y a des circulations de matière à l'intérieur? Il doit bien y avoir des circulations de matière, puisque l'on sait depuis maintenant, je dirais 300 ans, qu'il y a des cycles d'activité avec ce qu'on appelle un changement de polarité tous les 22 ans. Donc, la circulation de matière, on pourrait penser quand même que ça existe. Quelles en sont les conséquences? Il peut y avoir aussi des incertitudes sur la physique utilisée. Donc, les incertitudes sur la physique utilisée, on espère pouvoir les vérifier justement en reproduisant en laboratoire des températures supérieures à 20 000 degrés, par exemple. Ce n'est pas évident à produire, qui vont jusqu'à 1 million de degrés. Donc voilà, ça c'est les efforts que l'on fait pour les expériences auprès des lasers. Et puis les hypothèses, on va en discuter. On mesure une autre chose avec la sismologie, c'est la rotation à l'intérieur de l'étoile. Tout le monde sait que quand on regarde les taches qui sont à la surface du Soleil, on sait que depuis longtemps qu'il y a une rotation différentielle, c'est-à-dire que la rotation de l'équateur est plus rapide que la rotation des pôles. Mais à l'intérieur, comment ça se passe? Alors très, très étrangement, on sait maintenant depuis une dizaine, quinzaine d'années qu'effectivement, on a un changement de profil de rotation justement à la région de transition. Ça, c'est assez amusant parce qu'on croyait que la région de transition était liée au fait que finalement le transport d'énergie se faisait de la façon la plus efficace, soit par photon, soit par convection. Et en fait, justement là, la rotation différentielle disparaît pour une rotation quasi rigide que l'on voit maintenant dans beaucoup d'autres étoiles, grâce à Kepler en particulier, et puis probablement une augmentation dans la partie centrale qui, elle, est plutôt liée à la naissance du Soleil, à sa rotation rapide dans la partie, dans ses premières années. Je passerai rapidement sur ces chiffres parce que ça prendrait du temps de les regarder, juste pour vous dire que l'héliosismologie et le neutrino sont d'accord. C'est-à-dire que si vous prenez le modèle classique d'évolution stellaire, vous avez un peu de problème à produire correctement les neutrinos, tous les neutrinos que l'on détecte, et là vous avez toutes les expériences de neutrinos qui sont en cours ou terminées. Mais par contre, si vous prenez le profil de vitesse du son qui vient de la sismologie, le profil de densité qui vient de la sismologie, comme par hasard, ça marche bien avec les neutrinos. Là, vous avez deux sources, mais complètement différentes, qui marchent bien ensemble. Donc ça veut dire, oui, on a une bonne vision de ce qui se passe à l'intérieur. Le modèle standard, celui qu'on utilise pour 2 étoiles, marche bien, mais peut-être est améliorable. Donc, au-delà de cette vision classique des étoiles, on a envie d'aller vers de plus petites échelles, parce que tout ce que je vous ai raconté est bâti sur le fait qu'on regarde des millions d'années. Quand on regarde l'évolution d'une étoile, une étoile comme le Soleil, c'est 10 milliards d'années, typiquement, on fait des pas de temps avec nos ordinateurs qui sont 1 million d'années, 2 millions d'années, 5 millions d'années, 10 millions d'années, il ne se passe pas grand-chose. Mais les plus petites échelles, finalement, c'est ça qui nous intéresse. Si on a une certaine influence des astres qui nous entourent, c'est plutôt sur des milliers d'années, c'est plutôt sur des centaines d'années, c'est peut-être même l'année dernière ou quelques secondes. Donc c'est quand même intéressant de savoir comment effectivement progresser vers ces petites échelles. Et puis, bon, je ne reviens pas, faire des petits soleils en laboratoire, ça peut être intéressant. Donc on a une nouvelle vision en fait du Soleil aujourd'hui, qui est une vision beaucoup plus dynamique. Celle-là, on essaye
Je dirais, c'est un peu quand on dessinait, qu'est-ce qu'on imagine? Peut-être un champ fossile. Alors ça, je crois qu'avant qu'on puisse le mettre en évidence, il peut se passer beaucoup, beaucoup de temps. Mais peut-être avec d'autres étoiles, on arrivera à dire quelque chose. Pourquoi c'est difficile de savoir s'il y a encore un champ fossile? Qu'est-ce que ça veut dire un champ fossile? C'est-à-dire que quand le système solaire a été formé, on sait que les étoiles tournent en général quand même plus rapidement. Et donc, elles sont complètement convectives. Donc si aujourd'hui, dans cette région qui est convective, on voit effectivement que la convection et la rotation génèrent du champ magnétique, on peut penser aussi qu'il y en a eu de générés au moment où l'étoile s'est formée, dans les premiers millions d'années. Mais la mettre en évidence qu'il y a encore aujourd'hui un champ fossile, ça, pour l'instant, c'est assez difficile. Par contre, dans cette région de transition, que maintenant on appelle tachocline. Pourquoi tachocline? Parce que justement, comme vous avez vu, la vitesse de rotation change brutalement. Il y a un brutal changement de vitesse de rotation pour devenir quasi rigide ici et peut-être plus élevé dans la partie centrale, mais pas énormément plus élevé. C'est ce qu'on a vu avec les modes de gravité et le satellite SOHO. Eh bien, cette région-là, cette région de transition, est certainement la région où le champ magnétique est maintenu dans la région convective, amplifié, maintenu. Et comment ce champ magnétique est transporté à la surface, ça reste encore dans le domaine des questionnements. Est-ce qu'effectivement on a des gros tubes de flux qui partent de cette région et qui vont émerger à la surface, puisqu'on voit ces boucles magnétiques? Est-ce qu'il y a des circulations méridiennes comme ceci, avec une seule circulation, ou ce que l'on commence à voir avec le satellite SDO, est-ce qu'il y a plusieurs effectivement circulations méridiennes, des plus à la surface et des plus profondes? Voilà ce qu'on est en train d'essayer de voir. Alors évidemment, on sait déjà beaucoup de choses par l'observation externe. Vous avez eu, ceux qui étaient là effectivement quand Nicole Wilmer est venue, vous a montré beaucoup de choses. Alors il y a des choses spectaculaires qui ne doivent pas effrayer. Mais si vous voyez la Terre là, et que vous voyez ce qu'on appelle les éjections de matière, vous voyez effectivement que le Soleil, bon, c'est un très gros objet. Effectivement, on n'est pas aussi près, heureusement, parce que sinon, on ne serait plus là pour en parler. Bon. Donc, quand on parle d'éjections de matière, ce n'est pas des petites éjections de matière, même si, par rapport à la masse du Soleil, c'est quand même faible. Maintenant, avec les satellites, SOHO entre autres, on peut les observer, et on les observe quotidiennement. Faites-vous plaisir en allant sur les sites. Alors c'est là où on est assez mauvais, nous les Français, mais les Américains sont très bons. Allez sur les sites de la NASA ou de l'ESA, parce que je rappelle que SOHO, c'est un satellite de l'ESA en collaboration avec la NASA, c'est-à-dire que le satellite a été fait par les Européens. La plupart des expériences sont européennes. Et il y a une petite participation des Américains. Mais ils suivent ce satellite depuis 20 ans. Ils ont un merveilleux site, mais sur l'ESA, vous le trouvez aussi. Vous pouvez vous-même charger les données et vous-même vous faites des petits films. Donc c'est vraiment remarquable, quoi. Tous les jours, depuis 20 ans, vous avez cette information qui vous vient. Et qui vous vient avec plusieurs longueurs d'onde, etc., etc. Donc on peut aussi regarder qu'est-ce qui se passe sous les taches solaires, etc., et regarder effectivement le Soleil avec des longueurs d'onde différentes qui vous le rend beaucoup plus actif que ce que vous avez l'habitude de voir. Par exemple, ici, en forte activité, vous voyez les données qui sont plutôt dans le domaine de l'UV. Donc vous voyez effectivement un Soleil extrêmement plus actif que ce que vous avez l'habitude de regarder quand vous regardez le Soleil le matin en vous réveillant. J'ai parlé déjà de cycle solaire, donc on a lancé en fait SOHO en basse activité, et là vous aviez effectivement la poursuite du cycle. Alors curieusement, on ne sait pas le prédire, c'est-à-dire on ne sait pas prédire l'amplitude. On essaye de le prédire, mais ça vous montre bien qu'il nous manque quelques éléments pour cela, et c'est une des choses qu'on essaye de faire, de prédire les cycles. Et si vous le regardez ici, donc à 284 nanomètres, vous voyez que le Soleil a une apparence très différente selon qu'il est en basse activité ou forte activité. Si vous regardez quasiment aujourd'hui, donc nous sommes ici, vous pouvez, et grâce à la longueur effectivement de ce genre de satellite,
vous pouvez effectivement constater que l'activité du Soleil, qui ici est représentée sous la forme des taches que l'on voit à la surface du Soleil, est plus faible que le cycle précédent. Le cycle 24, c'est bien connu, est plus faible. Et puis, la durée de ce minimum a été particulièrement importante. Qu'est-ce que ça signifie, effectivement? Est-ce que ça peut nous dire quelque chose de plus? Là, je n'ai pas résisté à vous montrer, effectivement, en janvier, et ça, vous pouvez vous-même le faire, en janvier, sur l'instrument qui s'appelle SDO, Solar Dynamical Observatory, c'est un instrument américain avec plein de longueurs d'onde. Vous avez tous les jours ce genre de choses. Et donc, vous voyez le Soleil et le luxe de détails qu'on peut avoir aujourd'hui à la surface du Soleil. Voilà, vous pouvez comparer, vous amuser avec ça, un jour de pluie, par exemple. Alors, évidemment, ça interpelle un peu plus que, je dirais, il y a 100 ans sur ce genre de phénomène. Si on regarde ce petit film, effectivement, qu'on pense à l'interaction Soleil-Terre. Je ne sais pas si je l'ai lancé. Oui. Donc, bon, c'est une vision qui montre simplement ce parcours et cette protection magnétique de la Terre, qui est ici, n'est-ce pas, par sa magnétosphère, qui fait que s'il y a une forte éruption, effectivement, il va y avoir ici le bouclier magnétique qui va dévier les particules qui nous viennent du Soleil et qui vont par contre arriver au pôle de la Terre et produire ces aurores boréales. Donc on est en partie protégé, mais quand même, ces rayons cosmiques, enfin ces rayons qui viennent du Soleil, vont apparaître. Et ça, c'est une source d'inspiration parce qu'on sait aussi qu'il y a des rayons cosmiques qui viennent de partout, en fait, de bien d'autres lieux, les galaxies, des éruptions, des supernovas, des choses comme ça. Et ça permet effectivement, comme vous allez voir, d'essayer d'étirer le temps, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit des choses pendant 20 ans, 30 ans, avec énormément de précision. On va essayer d'extrapoler dans le passé pour essayer de voir si on peut mieux comprendre les phénomènes, je dirais, dynamiques du Soleil à partir des rayons cosmiques, etc. Quand on pense plutôt aux secondes, aux heures, aux journées, effectivement, on va penser bien sûr aux perturbations électromagnétiques, ça je pense peut-être Nicole en a parlé, on va penser aux astronautes qui sortent, qui n'ont pas envie de sortir le jour où il y aurait justement une éruption qui viendrait vers la Terre, on pense à éviter les pôles quand on est en avion pour éviter trop de radiation dans les moments de forte activité. On pense aux centrales électriques, etc. C'est ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. Et ça, je dirais que maintenant, ça y est, les agences ont bien pris en main ce problème. Ce n'est pas celui dont je veux parler aujourd'hui. Il y a de plus en plus de surveillance, effectivement, de l'environnement et en particulier de tenter de prévoir si des éruptions viendraient dans l'environnement de la Terre. Par chance, en général, ce n'est pas dans notre direction, mais qu'est-ce qui se passe si ça vient dans notre direction ? Il n'y a pas grand-chose à faire et le temps qu'on a pour réagir est assez court puisqu'on sait que ça va mettre de l'ordre de 2-3 jours ou 4 jours pour arriver. Et donc, la meilleure solution, c'est de couper tout ce qui pourrait effectivement être détérioré parce qu'on a déjà vu des détériorations à New York, etc. Bon. Ce n'est pas vraiment le sujet qui m'importe aujourd'hui. Il y a évidemment aussi l'influence de l'UV sur la peau, la protection de l'UV, etc. Ce que l'on essaye de faire, c'est de mieux comprendre globalement l'impact du Soleil sur l'environnement de la Terre. Et l'impact c'est bien sûr l'irradiance, mais c'est aussi l'UV. Donc quand on regarde comment ça évolue en fonction des cycles de 11 ans, on voit que l'UV varie beaucoup plus vite que l'irradiance totale. Par contre, l'UV, ce n'est pas beaucoup de photons. A priori, ça ne devrait pas perturber énormément, sauf si l'UV interagit sur l'ozone, donc la haute atmosphère. Et donc, c'est pour ça que c'est des problèmes difficiles. On n'a pas des résultats encore, parce que ça suppose de modéliser toute la dynamique de l'atmosphère terrestre, ce qui est loin d'être encore complètement maîtrisé. Si on regarde
effectivement, l'ensemble du problème, c'est un problème extrêmement complexe, mais de plus en plus de personnes s'attaquent à le résoudre. C'est à l'interaction du soleil, de l'UV, du vent solaire, les particules, etc., etc. Donc, ces études scientifiques ne s'opposent pas à la problématique du réchauffement climatique. Ça, je voudrais insister là-dessus. C'est-à-dire que les solaires ne sont pas contre les climatologues ou quoi que ce soit de ce genre. Les climatologues s'occupent déjà de comprendre tout ce qui se passe sur Terre et ils ont bien de fortes raisons de s'alarmer. Nous, par contre, on est intéressés, en tant que scientifiques, de vraiment comprendre, effectivement, si des variations plus ou moins importantes ont quand même des effets sur Terre. Et quand on regarde les chiffres qui apparaissent, effectivement, qui sont bien montrés par le GIEC, et qu'on voit cette augmentation ici quand même assez brutale depuis les années 60, c'est sûr que nous savons que ce n'est pas le Soleil qui a produit ça. Ça ne veut pas dire que le Soleil n'a pas eu encore un certain rôle là, mais c'est sûr que cette courbe-là d'augmentation, effectivement, de la température et du CO2 est vraiment liée à l'augmentation de la population sur Terre. Donc on n'est pas en contradiction et j'aimerais bien que, effectivement, en France, en tout cas, le débat soit apaisé sur ce sujet. Nous, on est des scientifiques, eux sont des scientifiques, et sur le plan scientifique, tout le monde a sa place. Par contre, quand on regarde le bilan radiatif, effectivement, ça c'est typiquement, ça sort de tous les calculs qui sont faits par nos collègues climatologues. On voit que la situation est assez complexe. Et nous, finalement, ce qui nous intéresse, c'est un peu cette partie-là, c'est-à-dire de combien varie effectivement l'irradiance totale. Parce que la température moyenne du globe, elle est liée à l'irradiance du Soleil. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Est-ce que cette irradiance totale varie ou ne varie pas? C'est la question. Donc ici, il y a un certain chiffre, je crois qu'on peut plutôt mettre 0,3 watts par mètre carré, et il faut voir d'où ça sort. Alors, avant de voir d'où ça sort, il faut voir comment le débat a été présenté dans les 10 dernières années, en gros. Elle est liée à ces mesures, qui ici sont en bleu, qui sont liées effectivement au cycle d'activité solaire. Donc les cycles d'activité solaire, on a dit en gros 11 ans, une forte variation, et puis on a vu des minimums, et entre autres on a appelé celui-ci minimum de Manders. Ça n'a pas été de chance, parce que quand effectivement les gens comme Galilée ont commencé à avoir des lunettes pour observer les tâches, il n'y en avait plus. Donc, on peut se poser la question de savoir s'il y avait assez de gens pour observer, si vraiment il y a eu un minimum, si par contre celui-là semble lié effectivement à l'activité solaire, mais est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire qu'il peut y avoir les gens ont souvent montré des corrélations qui n'avaient rien à voir. Je ne me rappelle plus, moi, enfin, des fois on voit des choses très drôles. Mais là, la question se pose, est-ce que le Soleil est à l'origine d'effets sur la température de la Terre, ou est-ce que la source est différente? Tout ce qu'on peut dire, c'est comment sont les tâches. Alors, comment sont les tâches? Avec SOHO et d'autres satellites, vous voyez, on a 20 ans. Là, on a 300 ans. Ça reste quand même assez faible. Donc, les gens ont essayé d'augmenter la durée d'observation. Et pour ça, ils ont été chercher les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, je les ai vaguement mentionnés précédemment, les rayons cosmiques, eux, ils viennent d'ailleurs, mais ils sont modulés par l'activité solaire. C'est-à-dire qu'ils vont réagir à l'inverse. Si vous avez une forte activité solaire, vous avez une réduction des rayons cosmiques. Et donc, ça permet déjà, dans un premier temps, si on regarde par exemple les cernes des arbres, on étudie le carbone 14, la cellulose des arbres, on voit déjà des durées qui sont de l'ordre de 1000 ans. Et on voit d'autres minimums qui apparaissent. Sont-ils liés au Soleil? On ne peut pas le dire vraiment directement pour l'instant. Si on regarde la variation de l'irradiance totale, et c'est ça l'origine de ce que les climatologues utilisent, effectivement, vous vous dites, ça c'est vraiment l'irradiance qui est mesurée dans les satellites, mais vous voyez ici, il y a plusieurs satellites en fait, 1, 2, 3. Vous voyez une évolution, effectivement, maximum d'activité, minimum d'activité, maximum d'activité. La différence, 0,1%. C'est ça que les climatologues utilisent. Effectivement, ça n'a pas varié de plus que 0,1%. Si vous ramenez ça à la Terre, vous passez de 1300 watts à de l'ordre de 340 watts.
et vous vous dites 0,1%, ça fait fraction de watts, et donc quand même ça ne va pas trop perturber effectivement ce qui se passe sur Terre. Bon, c'est ce qui est sorti entre 1978 et 2004. Le problème est arrivé assez récemment, en 2004, un autre satellite a lancé, c'était un Américain, a lancé son satellite et ils ont mesuré pareil. Alors ils trouvent la même chose, c'est-à-dire que vous voyez des fortes variations en forte activité, qui d'ailleurs ne sont jamais prises dans les calculs. Bon, comment les prendre, c'est difficile, parce que là, les variations sont plus grandes, elles sont liées aux tâches, simplement au fait que le Soleil tourne. Pas du tout de variation dans ce minimum, sauf que la valeur absolue ici est complètement décalée de 4 watts. Alors 4 watts, on pourrait dire 4 watts par rapport à 1360 watts, c'est quelques pour 1000, c'est déjà très bien. Mais bon, est-ce que ça veut dire que ça a changé entre-temps et qu'en fait les raccordements précédents n'étaient pas très corrects? Finalement, on ne sait pas. Donc les gens se sont réunis, bien sûr, il y a eu beaucoup de discussions entre les différents groupes. Et à la fin, ils ont dit, oui, c'est nos instruments qui étaient mal calibrés. Oui, on va tous revenir à 1361 watts. Ce qui, d'ailleurs, nous, en tant que théoriciens, nous arrangeait bien, parce que c'est ce qu'on mettait dans les calculs. Mais enfin, ça reste quand même un questionnement. Est-ce que vraiment, on est capable de définir l'irradiance totale à long terme? Enfin, pas si long terme, mais enfin bon. Alors, comme ce problème intéresse quand même pas mal de scientifiques, nos collègues belges, qui maintenant ont la gestion effectivement des tâches solaires, et là aussi vous pouvez aller sur le site, il faut savoir que les données sont vraiment mises pour tout le monde, n'importe qui peut aller y voir et regarder en détail sur des sites spécialisés de l'Observatoire royal de Belgique, donc ça s'appelle le SIDC, SIDC, et là ils ont dit, mais attendez, les tâches solaires, alors les physiciens sont incroyables, ils reprennent tout, mais tout dans le détail. Alors, il y a eu des dessins. Ah ben oui, mais celui-là, il disait qu'il y avait des groupes de tâches, mais qu'est-ce que c'est qu'un groupe de tâches? À partir de quand on dit que c'est un groupe? À partir de quand on dit que c'est une tâche, etc. Et regardons comment M. Wolf a pu comparer à M. Et on s'aperçoit qu'en fait, souvent, les gens étaient là dans l'observatoire pendant 20 ans, ils avaient la maîtrise de la situation, ils sont sortis des données, et d'autres, dans d'autres laboratoires, même s'ils se parlaient, faisaient légèrement différemment, etc. Donc ils ont tout repris, et tout republié cette année, en juillet 2015. Donc les tâches initiales et les tâches maintenant, c'est-à-dire un jeu complet d'observables analysés strictement de la même façon. Et vous pouvez dire, où est le changement? Il n'y a pas tellement de changement, si ce n'est que vous avez sans doute entendu dire, lu également, qu'il y avait eu une forte augmentation de l'activité solaire et que maintenant on était retombé à quelque chose de pas bien important. Et quand ils reprennent effectivement tout l'ensemble de l'analyse, ils trouvent plutôt qu'il y a des périodes où c'est très actif, des périodes où c'est faiblement actif, d'autres périodes où c'est fort actif, même pas trop actif, etc., etc. Et donc, on commence à utiliser la notion de grand minimum, grand maximum. Ça arrange bien les gens qui regardent dans les calottes glaciaires. Comme vous savez, il y a deux façons de remonter le temps. Les calottes glaciaires pour détecter le barium 10 et les arbres pour détecter le carbone 14. Et maintenant, nous arrivons à publier, je fais partie de ces publications, sur 5000 ans. Et sur 5000 ans, on peut regarder s'il y a eu des grands maximums et des grands minimums. Et voilà ce qu'on observe sur 5000 ans. Et voilà comment on se raccorde, effectivement, c'est les petites courbes en bleu ici, sur effectivement les tâches. Et donc, on arrive à prédire effectivement une irradiance du passé. Ça a déjà été fait dans le passé, mais je dirais c'est de plus en plus sérieux, maîtrisé, discuté, etc., etc. Il n'empêche que quand vous regardez, par exemple, cette reconstruction qui vient de collègues, alors c'est difficile de dire qu'ils sont suisses ou qu'ils sont allemands, parce qu'en fait, ils sont russes. Mais enfin, bon, c'est notre communauté qui est comme ça. Vous êtes russe, vous allez travailler en Suisse, et puis après, vous arrivez en Allemagne, donc vous êtes un peu tout à la fois. Et donc, voilà, c'est vraiment la dernière reconstruction qui a été faite depuis peut-être 30 ans, où les gens essayent de faire une reconstruction.
quand on regarde ce qu'il y a sur le GIEC, vous voyez apparaître cette reconstruction qui est là, et puis vous voyez d'autres reconstructions. Et je dirais, le jeu est là. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, vous voyez des grands minima, ça c'est donc ce qu'on appelle le minimum de Mander. Vous avez des variations qui sont de l'ordre de 4 à 6 watts, donc au sol ça ferait de l'ordre de quelques watts, et à ce moment-là c'est une grosse influence sur le climat de la Terre, ou bien vous avez une variation de l'ordre de 1,5 watts, qui probablement n'est pas grand-chose, et ce que dit le GIEC aujourd'hui, c'est « oui, mais attention, dans ces cas-là, il y a eu des volcans, effectivement, et les volcans peuvent expliquer tout ce que l'on voit à cette époque pour justifier le minimum de Mander. » Donc c'est un problème qui est, je dirais, ouvert aujourd'hui, par le fait qu'effectivement, en général, on pense que les volcans agissent sur des temps relativement courts, c'est-à-dire 3-4 ans, alors que là, il s'agit de 50 ans, et donc on n'a pas la réponse. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus, on n'a pas vraiment la réponse. Est-ce que cette reconstruction est vraiment la meilleure de celle que l'on peut faire? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais enfin, il y a eu beaucoup de travail pour arriver à cette situation, qui est évidemment un questionnement, comme souvent en science. Bon, vous avez aussi l'effet de l'UV sur l'ozone, l'effet du soleil sur la circulation nord-atlantique. Vous avez des publications comme celle-ci qui disent finalement la présence de l'anticyclone en 2010, 2011, 2013, ces épisodes nuageux peut-être étaient liés au minimum solaire, mais avec un décalage de 4-5 ans. Donc ça existe, et la question évidemment qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est toujours la démarche en science, est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc on revient sur la sismologie, et on dit, bon, on a dit que la sismologie et les neutrinos étaient en accord, mais que le modèle standard n'était peut-être pas tout à fait. Donc si on regarde effectivement qu'est-ce que ça signifie, je passe assez vite, je peux commenter plus si vous voulez, ça signifie qu'il y a une légère différence de température entre ces deux modèles. Et si on regarde quelle est la différence de température, qu'on la traduit en différence d'énergie produite au centre, on peut mettre une limite qui est de l'ordre de 5%. C'est-à-dire que la production au centre, venant des neutrinos et de la sismologie, n'est pas supérieure à 5% de ce qu'on évacue à la surface. Donc s'il y avait un réajustement d'énergie à l'intérieur du Soleil, ça serait inférieur à 5%, et c'est probablement nettement inférieur à 5%, quelques pour 1000. Donc, est-ce que, effectivement, ces épisodes de grands minima ou de grands maxima correspondent à des réajustements de l'ensemble du Soleil après forte activité magnétique? C'est ce qu'on essaye de regarder à travers tous les indicateurs de sismologie qu'on peut avoir, en particulier de la sous-surface. Et si on se pose des questions, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le futur pour améliorer? Eh bien, mesurer des neutrinos avec une très haute précision, quelques pour 1000, pour avoir la température centrale avec une très grande précision, et continuer à faire de la sismologie dans les régions cruciales, la sous-surface et l'attaque au climat. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps pour aborder l'autre sujet que je voulais aborder, qui est le Soleil en laboratoire. Donc, j'avais prévu de vous montrer un petit film, mais je vais juste vous dire où est-ce que vous pouvez le voir, ce film, et essayer de vous résumer en 5 minutes cette problématique. Donc, vous comprenez bien que dans la compréhension du Soleil, il y a deux choses. Les hypothèses sont-elles justes et complètes pour les problèmes qui nous préoccupent? Et puis, est-ce que la physique que l'on met dedans est correcte ou pas? Pour vérifier la physique, rien de tel que d'aller au laboratoire et d'essayer de reproduire le phénomène que l'on voit. Alors, une des choses, par exemple, qu'on essaye de faire, c'est effectivement de reproduire l'interaction des photons avec la matière. Ça, c'est un problème de physique atomique extrêmement compliqué, parce que dans un plasma comme le Soleil, on a des régions où, par exemple au centre, tous les électrons de tous les éléments, jusqu'avant le fer, sont complètement retirés de l'étoile. Mais quand vous allez dans la région de transition, vous avez des éléments qui sont partiellement ionisés, il faut connaître le gaz précisément pour ça, etc. etc. Et l'interaction du photon avec toutes ces populations électroniques, c'est-à-dire vous avez des électrons qui vont être éjectés, d'autres qui vont changer de niveau, c'est de la physique atomique très complexe, qui suppose des milliards de transitions. Donc on peut essayer, avec des lasers de puissance, de produire ces températures et ces densités en laboratoire. C'est un des objectifs du laser mégajoule en France, c'est pour ça qu'on en parle ici, parce que le laser mégajoule, effectivement, a
la capacité, normalement, un jour, avec son collègue américain, le NIF, d'essayer de produire effectivement de la fusion en laboratoire, c'est-à-dire d'aller à des températures de 100 millions de degrés et des densités qui sont supérieures à la densité du centre du Soleil. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les livres, et c'est ce que les gens essayent de faire. Si on regarde le problème de la fusion, parce que je vais être courte sur ce sujet, les Américains ont pensé qu'avec le NIF, donc National Ignition Facility, donc 192 faisceaux, ils allaient produire la fusion en laboratoire dans les 3 premières années. Ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont réussi à engager le processus de fusion, ce qui est déjà assez remarquable, mais ils n'ont pas eu la puissance suffisante de leur laser pour générer effectivement une fusion durable. Alors le durable pour ce genre de choses, c'est quelques nanosecondes, hein, contrairement à la fusion magnétique où là on va s'étirer sur des temps longs, c'est-à-dire quelques secondes, mais sur des plasmas très grand volume, tandis qu'en fusion inertiale, c'est sur des plasmas, des petites billes de 2 mm de diamètre. Donc pour l'instant, cet objectif-là n'a pas encore été atteint, et principalement parce que effectivement, on génère beaucoup d'instabilité quand on envoie ces faisceaux laser, et ces instabilités doivent être maîtrisées. Alors nous, plus modestement, on essaye, parce que normalement c'est plus facile à atteindre, de se placer sur un schéma du Soleil et déjà d'atteindre 1 million de degrés ou 20 000 degrés pour des lasers plus petits. C'est un chemin vers la fusion. Alors, ça a déjà été fait sur une installation aussi française qui s'appelle le LULI, à Polytechnique. Peut-être vous connaissez cette installation. C'est des lasers beaucoup moins importants. Là encore, on travaille au niveau de la picoseconde et de la nanoseconde. Et on arrive déjà à atteindre des plasmas de l'ordre de 200 000 degrés, quelques milligrammes par centimètre cube. Atteindre des milligrammes par centimètre cube, ce n'est pas trop difficile, parce que vous partez en fait d'une feuille, par exemple, on a travaillé sur le fer-nickel, d'une feuille métallique, et en chauffant, elle se dilate et elle monte en température. Beaucoup plus difficile est effectivement de produire des densités qui sont supérieures à la densité du solide. Parce que si vous voulez atteindre des densités supérieures à la densité du solide, vous ne pouvez pas simplement chauffer, parce que par définition, quelque chose que vous chauffez, ça se détend. Donc là, pour aller sur des cas typiquement du Soleil, on a besoin d'aller sur le laser mégajoule, d'aller sur des grosses installations. Alors ce qu'il faut savoir pour l'actualité, c'est que 20% de cette installation-là, qui a fait son premier tir en novembre 2014, donc juste là, il y a quelques mois, fera son premier tir académique dans les années 2017-2018. Donc on est en train de préparer ces expériences, probablement pas pour 2017-2018, plutôt pour 2020, et que théoriquement, 20% de l'utilisation de ces lasers sera pour la communauté académique. Donc parmi cette communauté académique, il y a des gens qui travaillent sur la fusion, il y a des gens qui travaillent sur l'astrophysique. Et normalement, ces gens-là, en fait, travaillent sur à peu près le même genre de physique. Alors, effectivement, ce qu'on essaye de faire actuellement, par exemple, c'est de tester tout le transport d'énergie entre la tachocline et puis en gros le centre du Soleil. C'est notre objectif à nous. D'autres vont avoir d'autres objectifs. On a aussi l'objectif de tester à plus long terme l'écrantage justement des réactions nucléaires dans des plasmas chauds comme ceux du Soleil. Alors pour faire ça, il n'y a pas tellement de moyens. Donc américains comme français, on essaye plusieurs techniques, et nous, on essaye une technique, enfin on essaiera probablement une technique qui s'appelle le double front d'ablation. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est générer un plasma qui soit relativement stable pour pouvoir justement tester température et densité. Et pour cela, on utilise, donc il faut comprimer absolument, donc il faut créer des chocs, et on utilise une technique qui permet d'avoir un premier front de choc qui vient des électrons et un deuxième qui vient de la radiation, et entre les deux, un plateau. Donc on essaye de voir si ça serait une technique, mais c'est vraiment de la recherche qui se met en route. C'est-à-dire
Une bonne idée est toujours bonne à prendre, mais encore faut-il la démontrer par des simulations numériques. Et puis après, on aura très peu de temps de laser, et donc en général, on fait ces gammes sur des plus petits lasers, et souvent sur des lasers américains si on a du temps. Mais l'idée est aussi, évidemment, d'utiliser ce laser pour étudier la possibilité de la fusion inertielle pour l'énergie. En tout cas, les Américains continuent d'aller dans cette direction. Donc je voulais vous passer un petit film, mais je ne vous le passe pas. Donc je vous conseille d'aller le voir. Donc il est là sur le site du CEA, donc www.cea.fr. C'est un film qui a été fait donc, par les membres du CEA, dont Jean-Pierre, mon mari, qui a contribué à le faire. Donc c'est un film qui montre la fusion des étoiles, la fusion inertielle et la fusion magnétique. Donc bon, c'est sorti il y a 2 mois, probablement, donc c'est l'état de l'art sur les idées, et non pas sur la réalisation, mais sur les idées de ce que peut être la fusion magnétique et la fusion inertielle. Voilà, donc pour conclure, je dirais, où en sommes-nous, vous voyez, au milieu de quelque chose, comme toujours en recherche. Hein. Donc on est en train, pour ce qui est des étoiles, et pour ce qui est des étoiles et de leurs compagnons planètes, puisque vous savez qu'il y en a de plus en plus, à passer des grandes échelles, c'est-à-dire millions d'années, aux échelles humaines, c'est-à-dire milliers d'années, et jusqu'à la seconde. Le magnétisme et ses conséquences sur ces couples-là, c'est vraiment ça qui nous intéresse en ce moment. Et la fusion sur Terre, source d'énergie moins polluante par rapport à la fission. Hein. Et il faut savoir quand même, c'est une longue aventure, mais la France est particulièrement concernée, puisque c'est le seul pays, je crois, on peut le dire, au monde, qui essaye d'attaquer les différentes phases, fission, fusion inertielle et fusion magnétique. Donc on espère quand même que dans 20 ans, on se donne rendez-vous dans 20 ans, peut-être qu'on pourra en dire plus. Je vous remercie. Merci Sylvaine. Question ? Merci beaucoup pour l'exposé. Vous parliez d'une puissance 24 quant à la sensibilité à la température. Puissance 24, j'ai jamais vu un truc comme ça de ma vie. Pouvez-vous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Dans les étoiles. Dans toutes les étoiles, vous voyez ça. Surtout dans les étoiles massives. Je vous ai montré le Soleil 10 milliards d'années. Quand vous prenez une étoile un tout petit peu plus massive, au lieu que sa combustion se fasse par proton plus proton donne hélium 4, elle se fait, vous savez, par la catalyse de CNO, carbone, azote, oxygène. Quand on arrive sur la catalyse de CNO, c'est-à-dire que c'est carbone plus proton, etc., on n'est plus dans l'interaction faible, on est dans l'interaction forte. Et là aussi, les températures, la dépendance en température est très élevée. Donc, effectivement, les étoiles, ce sont des choses particulières. Alors là, les étoiles plus massives, elles ne vivent pas des milliards d'années, elles vivent des millions d'années. Hein. Et elles ont des températures T à la puissance 12, T à la puissance 13, mais pour le bord, effectivement, c'est T à la puissance 24. C'est impressionnant. Et c'est une des forces des neutrinos. Enfin, nous, les neutrinos nous intéressent pour ça, entre autres. Merci. Vous n'avez pas parlé de ITER, c'est volontaire ? Non, c'est pas volontaire. Je voulais vous montrer un petit film où je vous montrerai les deux. ITER, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est en construction. Donc, oui. Effectivement, ce qu'on peut aussi mettre en perspective, c'est la fusion inertielle par rapport à la fusion magnétique. Donc j'ai essayé de le faire un petit peu. C'est la meilleure voie ou pas? Eh bien, je crois, enfin, moi je vous dis ce que je pense, hein, puisque j'ai la chance d'être là. Personne ne sait. Personne ne sait. Il y a des difficultés communes. Par exemple, effectivement, l'usure des parois, les instabilités qui peuvent se créer. Comme pour la fusion magnétique, c'est plus long, elles peuvent durer plus. Je crois que vraiment personne ne sait. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Américains, eux, croyaient plutôt à la fusion inertielle. Vous voyez ? Bon, pour l'instant, je ne dis pas que c'est un échec, hein, parce qu'ils se sont quand même approchés. Mais enfin, pour l'instant, ils déploient beaucoup d'énergie pour arriver effectivement à amorcer ces réactions. Le problème de la fusion magnétique, c'est d'énormes volumes. Donc, c'est des problèmes parfois semblables, parfois différents. Personne ne sait. Personne ne sait non plus si les réacteurs, parce que
ITER, ce n'est pas encore un réacteur, vraiment, hein, c'est l'avant-démonstrateur. De même que pour le LMJ, c'est l'avant-démonstrateur aussi. Donc, personne ne sait si ça ne sera pas un peu des deux un jour. Et si les deux ne vont pas se rassembler pour faire un réacteur, ou si ça sera complètement abandonné. Donc, bon, c'est bien que les deux voies soient explorées. Sûrement. Une dernière question. Quelle est l'irradiance solaire au niveau du sol sur la Terre? Il y a plusieurs types de chiffres. C'est très variable parce que... Mais c'est de l'ordre de 1300 ou pas? Si vous allez à Tenerife, ça je le sais parce que Tenerife, vous êtes sur un volcan, vous observez aussi, donc vous êtes un petit peu au-dessus déjà, hein, vous êtes à 2500 mètres. Quand il fait beau, c'est 900 watts par mètre carré. Et puis dès qu'il y a des nuages ou du vent qui arrive du Sahara, ça va baisser beaucoup. Ça peut être très fluctuant. Et au sol, bah, c'est encore moins. Mais vous pouvez, pareil, vous promener sur des sites d'observation. Donc c'est jamais les 1300... Ah non, il faut vraiment aller dans l'espace pour ça. Enfin, au-dessus de l'atmosphère. Encore quelques questions? Oui. Je reviens pour les cycles. Bon, vous nous avez montré le cycle 23, bon, qui a 120, un maximum de 120 tâches. Le cycle 24, où il y a eu un minimax d'à peu près 60 tâches. Est-ce que ça peut être lié à ce fameux dérèglement? On parle d'un tapis roulant magnétique solaire, dont vous n'avez pas parlé, je crois. Est-ce que c'est lié à ça? On en sait un peu plus que ce que j'ai dit. Ce que l'on sait, c'est que finalement, le nombre de tâches est lié au champ magnétique de sous-surface, voire qui est à l'extérieur. Donc, quand vous n'avez pas de tâches, c'est simplement que le champ magnétique dans cette région-là, c'est-à-dire près de la surface, est inférieur à 1,5 kg. Dès que vous avez un champ magnétique sensiblement plus grand, vous savez que dans les tâches, c'est de l'ordre de 3 à 4 kg, vous allez voir les tâches apparaître. Quand il n'y a pas de tâches, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur du Soleil, il n'y ait pas cette dynamo qui continue. D'ailleurs, ça a été démontré pour le minimum de Maunder, mais ça veut dire que ça n'émerge pas. Et ce que l'on mesure aussi, parce qu'il y a beaucoup d'observations dont je n'ai pas parlé, on mesure aussi le champ poloïdal et les composants de ce champ à l'extérieur. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, sur les 30 dernières années, vous avez une diminution de cette partie-là avec une augmentation relative du champ toroïdal par rapport au champ poloïdal. Il semblerait que quand on va vers des minimums, le champ toroïdal prend plus d'importance, même s'il diminue aussi, que le champ poloïdal. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. Moi, personnellement, je crois qu'il ne faut pas trop se polariser sur les cycles de 11 ans. C'est une opinion personnelle, c'est-à-dire c'est une manifestation de peut-être quelque chose de plus grand. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la dynamo interne dans la région convective, bon, maintenant, elle fait l'objet de simulations, et qu'on ne trouve jamais le cycle de 11 ans jusqu'alors. Peut-être que c'est parce que les simulations sont fausses, mais on arrive quand même à trouver des cycles, on arrive à reproduire des cycles plutôt de 60, 80 ans, enfin plus grandes. Donc, bon, on ne sait pas exactement pourquoi le cycle de 11 ans à la surface du Soleil. Est-ce que c'est plusieurs dynamos emboîtés? Est-ce que c'est lié effectivement à l'émergence à la surface? On ne sait pas encore très bien. Mais voilà. Il y a du magnétisme, c'est sûr, dans toute la partie convective. Simplement, par rapport à la pression du gaz, la pression magnétique est très faible. Et donc, on n'arrive pas encore à tracer l'ordre de grandeur de ce champ magnétique. On arrive un petit peu à le faire, malgré tout, jusqu'à l'endroit où on peut, c'est-à-dire en gros 1% à la surface. Une dernière question? Bon, s'il n'y a pas d'autres amateurs, je vous redonne le micro pour la dernière. Oui, excusez-moi. Est-ce que finalement on est sur la piste pour expliquer l'énorme différence de température entre la température de la surface du Soleil, quelques 5000 degrés, et son atmosphère qui est de l'ordre du million de degrés? Parce qu'il est un peu contre les lois de la thermodynamique. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais... Je ne saurais pas en dire plus que ce que les gens disent. C'est-à-dire que vous avez deux façons, effectivement. Donc, 6000 degrés à la surface, ça descend, température minimale de l'ordre de 4000, puis après, ça remonte à 1 million de degrés. Hein.
Donc ce qu'il faut voir, c'est que la densité, effectivement, a chuté terriblement. Et donc il y a deux façons d'imaginer réchauffer donc, le plasma de la couronne à 1 million de degrés. C'est le champ magnétique et, enfin, la pression magnétique, enfin, tout ce qui va être transporté par le champ magnétique, et puis des ondes qui, effectivement, iraient redonner de leur énergie. Donc ça veut dire quand même que c'est une certaine énergie qui, effectivement, est évacuée du Soleil pour chauffer. Bon, alors, ce n'est pas une grosse quantité d'énergie. Je ne sais pas dire plus que ce que les spécialistes disent. Il y a ces deux phénomènes. Bon, ça n'a pas l'air de vous convaincre. Moi, personnellement, je... Eh bien, merci beaucoup, Sylvaine. Et bonne soirée à tous.